vous êtes chaud? Bordeaux, est-ce que vous êtes chaud? Attendez, je teste. La Rochelle, est-ce que vous êtes chaud? Le Béarn, est-ce que vous êtes chaud? Le Pays Basque, est-ce que vous êtes chaud? Et aujourd'hui, tout Bordeaux ici réuni, est-ce que vous êtes chaud? Alors, chers amis et chers amis, vous qui êtes présents ici, je veux d'abord vous remercier. Vous remercier d'être là, vous remercier de vous mobiliser chaque jour pour les élections européennes. Vous remercier de votre engagement, de votre ténacité et de votre courage. Et évidemment, puisque nous sommes ici, à Bordeaux, je veux saluer quelqu'un que j'ai déjà salué tout à l'heure, mais quand même, Monsieur le maire Pierre Urmic. Je veux saluer un autre maire. Alors Noël, sois pas jaloux, on y viendra plus tard. Je veux saluer un autre maire qui est ici, le maire de Bègles, Clément Rossignol. Quel succès! Ouais! Attendez, j'ai pas fini. Alors, d'ores et déjà, je m'excuse, je ne vais pas réussir à toutes et tous vous citer parce que vous êtes trop nombreuses et trop nombreux ce soir et je vous en remercie encore. Mais je voulais quand même citer la sénatrice qui s'est battue pour l'allocation pour les jeunes parce qu'aujourd'hui, ils en sont privés. J'ai nommé Monique de Marco. Je veux aussi citer celui... Attendez, laissez-moi parce que j'en ai trop, je vous ai dit. Je veux aussi citer celui qui s'est levé contre tous ces grands et affreux lobbies, des polluants éternels, Nicolas Thierry. Mais on a aussi de magnifiques conseillers régionaux de Nouvelle-Aquitaine et des conseillères régionales. Alors, j'en citerai que 3. Pardon d'en citer 3. Mais... je veux féliciter, remercier d'être ici Stéphane Trifiletti, Christine Seguino et Sophie Bussière, qui est aussi notre porte-parole. Merci beaucoup d'être ici. Alors, c'est vrai, je ne vous le cacherai pas, que le combat est rude. Et nous ne devons pas ménager notre peine, mais tenez bon, camarades, tenez bon. Être écologiste, c'est reprendre tous les jours le travail de Sisyphe et risquer à chaque instant de voir détruit l'ouvrage précieux que nous bâtissons pour sortir d'un modèle qui nous mène vers l'abîme. Être écologiste, c'est affronter des forces puissantes qui mobilisent toutes les ressources pour pouvoir corrompre, combattre et condamner toute possibilité de changement. Être écologiste, c'est croire les scientifiques qui sont aujourd'hui ignorés, méprisés par le gouvernement ou harcelés par les marchands de doute. Être écologiste, c'est savoir qu'il ne suffit pas d'alerter sur les menaces, mais qu'il nous faut aussi trouver les solutions qui conjurent l'effondrement causé par le capitalisme roi. Alors tenez bon, camarades, tenez bon. Comme tiennent bon des millions de citoyennes et de citoyens qui veulent une autre vie que celle qui leur est réservée par les indifférents qui nous gouvernent. Alors à vous, citoyennes, citoyens, vous demandez le droit de respirer sans crainte, de boire sans danger, de manger sans vous intoxiquer et de vous déplacer sans détruire la planète. Vous voulez sortir de la prison des toxiques et par vos comportements d'achat participer à la sauvegarde du monde. L'effort écologique, vous le faites chaque jour, chaque fois que la possibilité vous en est laissée. Vous êtes nos meilleurs alliés face au lobby. Alors nous nous tenons à vos côtés, vous qui vivez les ravages du dérèglement climatique, vous qui perdez vos récoltes, vos maisons, votre santé, ou simplement le goût de vivre, parce que l'angoisse, cette éco-anxiété dont nous parlait Noël tout à l'heure, vous étreint chaque jour davantage. Nous, les écologistes, nous nous tenons à vos côtés et nous vous disons
quand nous arriverons, ils partiront. Ils partiront, les pollueurs, les destructeurs, les irresponsables qui saccagent la nature. Ils partiront, les cyniques qui piétinent notre avenir. Ils partiront, les empêcheurs de paix qui nous forcent à financer la sale guerre de Poutine en continuant à acheter des énergies fossiles russes. Ils partiront, les inconscients. Ils partiront, les architectes du chaos. Oui, l'écologie est un combat et nous allons le gagner ensemble. Depuis toujours, les écologistes ont été les seuls à dire la vérité sur la crise environnementale. Les seuls à avertir sur les dangers que le modèle économique dominant faisait peser sur la planète et sur l'humanité. Les autres partis sous-estiment la gravité de la situation quand ils ne la nient pas, tout simplement. Ils continuent à faire des promesses faciles, basées sur de fausses analyses. Et à des degrés divers, ils prétendent que tout peut continuer comme avant. Ce n'est pas vrai. Regardons autour de nous. Chacun voit bien ce qui se passe. Ici, notre ville de Bordeaux est régulièrement inondée. Il faisait 44 degrés dans les services pédiatriques de l'hôpital l'été dernier. Soulac-sur-Mer perd ses logements du fait de la montée des eaux, quand la prolifération des bactéries nous interdit de plus en plus régulièrement de nous baigner dans l'océan. Les ostréiculteurs du bassin d'Arcachon ont perdu leur récolte, mais un fonds d'investissement à Dubaï veut construire pas très loin une usine à saumon. La forêt de la Thèse de Buch a brûlé, mais Vermilion veut y ouvrir de nouveaux puits de pétrole. Quelle folie! Quelle folie! Nous sommes entrés dans un régime climatique qui conditionne notre avenir. Soit nous continuons avec le modèle actuel et nous nous enfonçons dans le chaos, soit nous inventons les protections du XXIe siècle dont nous avons besoin. Ne croyez pas ceux qui vous disent qu'il faut surtout ne rien changer pour que tout s'améliore. Prenons l'exemple de l'agriculture, dont on parlait tout à l'heure avec Benoît. Dites-moi comment prétendre défendre l'agriculture en défendant un modèle qui détruit des emplois paysans, qui concentre les profits dans quelques mains et qui dégrade qualité et accès à une alimentation suffisante et équilibrée pour le plus grand nombre. Arrêtons l'hypocrisie. On a tellement enfermé les agriculteurs dans les pesticides dont ils sont les premières victimes qu'ils ne savent même plus comment en sortir. Quand 80% des subventions de la PAC vont aux 20% des plus grosses exploitations, le problème, ce n'est pas l'écologie, le problème, c'est la PAC, c'est l'injustice. Mais mes amis, je veux le dire clairement. Si vous pensez que le retour en arrière sur les législations de protection de la nature et de la biodiversité dans les politiques agricoles n'est qu'un cas isolé, vous vous trompez. Ce n'est malheureusement que la bande-annonce du grand recul écologique qui est devant nous. Si nous n'en voyons pas siéger une force écologiste puissante au Parlement européen le 9 juin prochain. Parce que oui, c'est un enjeu majeur. Parce que oui, c'est un enjeu crucial. Regardez du côté de la santé. Ils préfèrent réduire nos droits, l'accès à l'AME, les franchises sur les boîtes de médicaments ou encore mettre en place des factures pour les lapins chez les médecins plutôt que de faire reculer les lobbies qui nous empoisonnent. Regardez aussi du côté des énergies fossiles, dont nous devons absolument sortir de toute urgence. Eh bien, la majorité politique aujourd'hui à l'œuvre en Europe, les conservateurs, les libéraux, les socialistes européens, ont sciemment choisi de mettre en place une nouvelle taxe carbone sur les ménages, sur les foyers, sur les personnes, sur les transports et sur leur logement, tout en remettant en place une politique d'austérité qui nous empêchera d'aider les moins riches à s'acheter des voitures électriques et d'investir pour résorber les passoires thermiques. Mais ce n'est pas le pire. Le comble du cynisme,
c'est que non contents de vouloir faire payer l'addition aux plus modestes, les droites prétendent, en plus, qu'elles agiraient au nom de l'intérêt général du continent, de la sacro-sainte compétitivité et même au nom des classes populaires. Mensonge, mensonge, mensonge! La transition écologique, elle doit être juste d'un point de vue social. C'est pas aux plus modestes de payer l'addition d'un système absurde et destructeur. Pour les écologistes, pas question de laisser les individus faire face seuls aux conséquences de l'effondrement. Et je veux le dire à nos concitoyennes et nos concitoyens, et en particulier aux plus modestes, ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas de votre faute. Face à l'inflation, à l'explosion de la précarité, cibler les plus fragiles et casser les services publics comme le fait le gouvernement, ou encore cibler les étrangers comme le fait le Rassemblement national et l'extrême droite, c'est une impasse. Nous devons au contraire renforcer les solidarités. Face à la faillite du productivisme, nous proposons, nous, les écologistes, un modèle de protection sociale et environnementale basé sur la solidarité. L'État, providence écologique. Et comme il est impossible de faire face aux périls écologiques en se limitant au seul cadre national, eh bien nous proposons que cet État-providence écologique, eh bien il se déploie à l'échelle européenne. Oui, nous proposons une approche nouvelle des politiques publiques. Prendre soin des gens et de la planète plutôt que de faire du profit la mesure de toute chose. Au lieu de chercher la pleine croissance, nous devrions rechercher la pleine santé des personnes qui composent la société et la pleine santé de la planète. Les deux enjeux sont d'ailleurs liés, au fond. Ce qui est mauvais pour les écosystèmes, eh bien, c'est mauvais pour nous parce que nous faisons partie du vivant. Et toutes les études démontrent d'ailleurs les conséquences néfastes du dérèglement climatique sur la santé humaine, en particulier sur les travailleurs les plus exposés. Alors il est temps de passer d'une économie qui détruit notre santé et les écosystèmes à une économie qui répare l'environnement et la cohésion sociale. Voilà pourquoi nous refusons les politiques d'austérité en Europe. Et là, nous avons un problème. Et là, nous avons un problème avec les socialistes européens qui défendent le retour au pacte de stabilité. Nous ne sommes pas d'accord. Le retour aux critères du pacte d'austérité, ça veut dire se priver de la capacité d'investir pour le climat. Alors, amis socialistes européens, vous qui venez d'accepter le retour de l'austérité avec vos partenaires, les libéraux et les conservateurs, comment pourrez-vous, demain, prétendre mener une politique écologique ? Le vote socialiste, au fond, c'est un vote qui parle d'écologie, qui emprunte les mots de l'écologie, mais qui, dans le fond, au moment de choisir, continue de défendre ce même modèle qui nous amène dans le mur. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est du Canada Dry. Et quand on vous dit qu'il faut revenir aux critères du pacte de stabilité, quand on vous dit qu'il faut revenir aux politiques d'austérité, rappelez-vous aussi que cela veut dire mener des politiques indifférentes à la misère qu'elles construisent. Alors, Raphaël Glucksmann, j'ai une question. Pourquoi faire campagne sans dire clairement à vos électeurs et vos électrices que chaque voix accordée à votre liste renforcera les socialistes européens qui votent pour le retour de l'austérité? Pourquoi prétendre vouloir une puissance écologique quand le pacte de stabilité défendu par vos amis nous condamne à l'impuissance écologiste? Pourquoi ce manque de cohérence? Raphaël Glucksmann, au fond, c'est le produit sympa qu'on met en vitrine pour cacher le reste de la boutique. Alors ne vous y trompez pas. Le seul vote pour le climat, le seul vote pour la justice, c'est le vote vert. Il faut de la clarté, de la cohérence et du courage.
sommes à l'heure des choix, je le répète. Alors, le 9 juin, pour vous expliquer les choses clairement, soit c'est la grande reculade, le grand saut en arrière et la coalition avec l'extrême droite, c'est-à-dire le pacte brun. Soit c'est le grand sursaut écologique et social, c'est-à-dire la poursuite du pacte vert. Oui, chers amis, c'est pacte brun contre pacte vert. Alors envoyez des écologistes de combat au Parlement européen. Parce que vous savez que nous combattons, vous savez que nous agissons. Regardez autour de vous et regardez dans vos villes. À Strasbourg, avec les ordonnances vertes. À Poitiers, avec les vacances pour tous. À l'Assemblée et au Sénat, avec la réparation des voitures, les revenus dignes pour les paysans ou contre les polluants éternels. Vous savez que nous nous battons pour vous. Et ici, évidemment, ici, à Bordeaux. À Bordeaux, où les écologistes se sont battus pour la régie publique de l'eau quand personne ne voulait en entendre parler. À Bordeaux, où l'on s'oppose à la droite pour mettre de la nature partout en ville, pour nous protéger pendant les canicules. À Bordeaux, qui a dépassé les objectifs de la loi Egalim. Ici, à Bordeaux, là où nous combattons. Bon, alors c'est le moment où je vous fais une petite confession, mais c'est le fait que faire un meeting à Bordeaux, dans ma ville, ça me procure une émotion particulière, je dois le dire. Parce que c'est ici que j'ai grandi, dans le quartier des Aubiers, pas loin d'ici. Ici que j'ai partagé les rires et les peines de mes amis d'enfance, certains sont d'ailleurs dans la salle. Ici aussi que j'ai vu mes parents s'engager contre la précarité et contre le mépris des pauvres. Le mépris des pauvres, au fond, c'est une certaine manière de concevoir les rapports de domination dans notre société. Et je suis un peu émue ce soir aussi, parce que mon père, il n'est pas tout seul, mais mon père est présent dans la salle. Bon, je dois vous dire, c'était pas hyper simple de le faire venir. Il est un peu timide et secoue la tête en vous disant que non. Mais c'était important pour moi, et c'est devant lui, devant toi, que je veux dire ceci. Qui tolère le mépris des pauvres laisse l'injustice recouvrir le monde. Et c'est cette idée qui m'habite, qui m'a construite et qui me poursuit. C'est la raison pour laquelle je me bats contre la pauvrophobie, la discrimination liée à la condition sociale, et c'est la raison pour laquelle je le porte dans cette campagne des élections européennes. Mais parler de pauvrophobie, c'est rappeler que des millions de personnes sont menacées par l'explosion de la précarité en Europe. On ne peut pas combattre la pauvreté sans combattre la pauvrophobie, et réciproquement. Les deux choses sont intimement liées. La pauvrophobie, c'est la deuxième lame du rasoir de la domination. Celle qui s'attaque à votre dignité en vous discriminant et en vous accusant de tous les maux. La première lame, c'est la pauvreté qui s'attaque à vos conditions d'existence et vous condamne à survivre plutôt qu'à vivre simplement. Alors si le mot pauvrophobie vous semble trop compliqué, rappelez-vous qu'il a été choisi par des personnes en situation de pauvreté elles-mêmes pour désigner les traitements indignes dont elles font quotidiennement l'objet. Et ce mot, qui n'est pas si compliqué que ça au fond, il cache une réalité simple. Le harcèlement subi par les personnes en situation de précarité, c'est la politique du gouvernement Macron. Regardez les dernières propositions du gouvernement en matière de logement. Après la traque des chômeurs, après les accusations contre les familles des quartiers populaires, la chasse aux pauvres continue. Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas tolérable. Il faut en finir avec cette politique de violence sociale institutionnalisée. Alors comment, me direz-vous ? Eh bien, en préparant une alternative politique.
Nous devons nous donner les moyens de construire une majorité politique dont le but est de changer les règles du jeu, en France comme en Europe. Alors, je veux dire un mot sur ce qu'il se passe aujourd'hui dans le camp de la gauche et des écologistes. L'esprit de division n'est pas la solution. Partir séparément à une élection à la proportionnelle, rien de grave, c'est même plutôt banal. Mais instaurer un climat de terreur entre les forces de gauche et écologistes est une faute politique lourde. Au nom de quoi ? Au nom de quoi devrions-nous nous insulter ? Au nom de quelles règles absurdes devrions-nous nous infliger d'écrire tous les jours un nouvel épisode de la débâcle construite par la logique de division permanente que certains semblent vouloir imposer de force ? On me reproche parfois une dose de naïveté quand je refuse de participer à la guerre des gauches. Mais m'accuser de naïveté parce que je dis que nous ne devons pas creuser des fossés infranchissables, c'est exonérer les fossoyeurs de l'unité de leurs responsabilités. Ceux qui utilisent la campagne des élections européennes pour fracturer la gauche ont tort. Jean-Luc Mélenchon a choisi de commencer la campagne présidentielle de 2027 en 2024, éclipsant sa tête de liste pour les élections européennes, mais éclipsant aussi les élections européennes elles-mêmes. Alors cette stratégie lui appartient, mais nous n'avons pas le droit de le laisser effacer l'Europe. Alors je sais bien que Jean-Luc Mélenchon n'aime pas l'Europe, mais il se trouve que l'Europe est la bonne échelle pour mener la bataille du climat, que l'Europe est la bonne échelle pour mener la bataille de la justice et que l'Europe est la bonne échelle pour construire la paix. Alors oui, nous parlons d'Europe dans cette campagne et nous continuerons à le faire. Mais ce soir, Monsieur Mélenchon, je veux aussi vous parler de la France et de la politique de désolation que vous y poursuivez. Elle porte un nom, la politique de la terre brûlée. Voilà votre stratégie. Diviser la gauche en deux blocs, empêcher toute union qui risquerait de se faire sans vous, prendre la tête du bloc de la radicalité et contraindre tout le monde à vous suivre au millimètre près. Voilà ce que vous faites. Peu vous importe que la gauche soit faible collectivement si vous y restez puissant individuellement. Mais pour être la dernière quille debout dans un champ de ruines, vous ne divisez pas seulement la gauche. Vous soufflez sur les braises de la polarisation et vous choisissez d'ajouter de la tension à la tension, de la brutalité à la brutalité. Et là, Monsieur Mélenchon, votre faute n'est plus seulement politique, elle est également morale. Pour vos ambitions personnelles, vous êtes prêt à porter à incandescence la moindre polémique, pourvu que, générant du conflit, elle nourrisse votre installation en leader de l'insoumission. Mais si votre stratégie échoue, comme elle a échoué 3 fois déjà, quelle sera votre postérité politique ? Qu'aurez-vous légué au pays, si ce n'est la division ? Et qu'aurez-vous enseigné aux jeunes générations, si ce n'est l'amour de la brutalité ? Vous valez mieux que ça, je le pense sincèrement, alors je vous le dis, faites mieux. Et pour ma part, je refuse de participer à la polarisation, parce que j'y vois le visage de la désolation et que je pense qu'elle ne profitera qu'à l'extrême droite. Notre responsabilité, aujourd'hui, c'est de ne pas laisser la violence devenir la grammaire du monde politique. Alors, chers amis, je résume. Entre la brutalité érigée en politique et le flou érigé en stratégie, il y a une troisième voie possible dans cette élection. Et cette troisième voie, je ne vais pas vous surprendre, c'est celle portée par les écologistes. La clarté comme chemin de l'unité après les européennes, la douceur comme horizon social contre la guerre de tous contre chacun, l'État-providence écologique européen comme projet face aux égoïsmes nationaux. Voilà ce que nous défendons comme perspective politique. Alors je vous appelle, chers amis, à ne pas céder à la fatalité. Nous avons plus que jamais besoin d'Europe et de son unité pour faire face aux défis du monde.
la paix en Ukraine, évidemment, et à Gaza, pour laquelle nous continuerons à nous battre, pour la libération des otages, un cessez-le-feu immédiat et permanent et la solution à 2 États. Nous avons plus que jamais besoin d'Europe et de son unité pour contrer l'émergence de l'extrême droite qui veut porter atteinte à nos démocraties, aux droits humains, aux droits des femmes et au projet européen lui-même. Et nous avons plus que jamais besoin d'Europe et de son unité pour faire face à l'accélération du dérèglement climatique. Alors, empoignez cette élection. Empoignez cette élection parce que vous savez, rien n'est impossible. Rien n'est impossible à qui sait mener bataille. Et qui sait mener bataille ? C'est l'abnégation, la détermination et la cohérence sans faille des écologistes qui a fait notre force dans le passé et qui le fera à l'avenir. Alors, je t'avais dit que j'y reviendrais. Mais qui, 20 ans avant tout le monde, qui a célébré à Bègles le premier mariage gay de l'histoire de France? C'est Noël Mamère. Qui a fait inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution française? C'est la présidente du Parti vert européen, c'est Mélanie Vogel. Qui a fait interdire la pêche électrique en Europe? Qui aujourd'hui s'affronte à Total? Et ce combat-là, je te dis, nous allons aussi le gagner ensemble. C'est Yannick Jadot. Et je veux vous le dire aussi, vous pouvez compter sur moi. Vous pouvez compter sur moi aujourd'hui, comme vous avez pu le faire dans le passé. Parce qu'en 2018, personne ne prédisait que nous allions être 2,5 millions à porter et emporter l'affaire du siècle pour faire condamner l'État français pour inaction climatique. Et parce qu'il y a 5 ans, personne ne prédisait que nous allions réussir en moins d'un mandat à inscrire l'écocide dans le droit européen. Eh bien, c'est chose faite. Alors ne perdez pas espoir, vous êtes la clé de la réussite de cette bataille. Sur le terrain, contre les projets d'extincteurs, contre le GPSO, la LGP Bordeaux-Toulouse, contre les méga-bassines, contre la 69 dans nos mairies et au Parlement. Et au Parlement européen, avec Caroline et Mounir, avec Claude, avec David, avec Majdoline, avec Flora, avec Mélissa, avec Amine, avec Priscilla, avec Jonas. Venez me rejoindre. Avec toutes ces combattantes et ces combattants en Europe, pour la justice, pour la paix et pour l'écologie. Alors on compte sur vous. Il reste 37 jours pour aller convaincre, pour aller dans chaque rue, dans chaque quartier, dans chaque maison, toquer à la porte de celles et ceux qui pensent et qui ont perdu l'espoir, pour leur dire qu'il n'y a pas de fatalité, que si nous nous retroussons les manches ensemble, eh bien nous pouvons l'emporter. Alors le 9 juin, je compte sur vous, tout droit.